Et, tout le monde. Les gens vivent leur vie différemment. Certains ont des objectifs, des aspirations, des capacités et des talents, et d'autres ont simplement une position élevée. Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans a eu une vie courte. Mais on se souvient d'elle pour ses nombreuses grossesses, et ses amants sans cesse renouvelés. Et c'est tout. Elle est issue d'une famille très noble et très puissante. Son père, Philippe II, duc d'Orléans, un homme brillant et ambitieux, avait un temps prétendu au trône d'Espagne. Mais une situation s'est développée en France, qui a fait de lui d'abord le dirigeant de facto du pays, puis son éventuel roi. En 1715 meurt le roi Louis XIV, qui a régné pendant une période exceptionnellement longue, 72 ans et 110 jours, et qui ne meurt pas de vieillesse, mais de la gangrène de la jambe qu'il s'était blessé en tombant de cheval lors d'une partie de chasse. À cette époque, il n'a plus qu'un arrière-petit-fils malade de 5 ans, le futur roi Louis XV. Quelques années auparavant, tous les autres prétendants au trône de France étaient morts subitement. Le seul fils légitime de Louis XIV, son petit-fils et sa femme, et son arrière-petit-fils, le frère aîné de Louis XV. En 1715, l'enfant accède par droit de succession au trône de l'une des plus grandes puissances européennes. Mais bien sûr, il ne pouvait pas encore régner. À sa place, toutes les questions d'État étaient tranchées par le régent, qui, après des intrigues complexes, devint Philippe II d'Orléans. La période de sa régence a été marquée par la liberté des mœurs, la mode des bals, des mascarades et des salons. Le régent lui-même aimait beaucoup profiter des plaisirs de la vie, il s'occupait des affaires de l'État, jusqu'à 17 heures précises tous les jours, et ensuite, quelles que soient les questions importantes qui attendaient une décision, tout était remis à plus tard, et il allait s'amuser. Il avait beaucoup de maîtresses, et en général, la cour de France à lui autre qu'une crèche ne s'appelait pas une crèche. Néanmoins, la régente protégeait le jeune roi de tous ces spectacles. Philippe avait une épouse légitime, qu'il appelait Madame Satan en raison de son caractère lourd. Cette épouse s'appelait François-Marie de Bourbon, ou François-Marie de Blois, fille légitimée du roi Louis XIV par sa favorite, la marquise de Montespan. Elle a épousé Philippe à l'âge de 14 ans. Philippe est son cousin. Il accepte la proposition du roi d'épouser sa fille légitime. Sa mère, qui avait une attitude négative à l'égard des bâtards, réagit violemment. Elle gifle son fils devant tout le monde, et se détourne avec défi du roi, qui s'incline respectueusement devant elle en signe de compréhension. Le début de leur vie conjugale s'accompagne de scandales constants, et la jeune épouse boit régulièrement, jusqu'à l'oubli. Elle donna 7 enfants à son mari, et toutes ses filles se distinguèrent par un comportement étonnamment frivole, mais elle les épousa toutes très favorablement. En d'autres termes, l'héroïne de notre portrait-titre n'était pas seulement une princesse, mais une princesse de sang royal. En 1710, Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans épouse l'autre petit-fils légitime de Louis XIV, Charles de Bourbon, duc de Berry. C'est lui qui aurait pu être régent sous Louis XV, mais il mourut avant que cela ne soit nécessaire. C'est alors que tout a commencé. La jeune duchesse ne cesse d'avoir des amants. En 4 ans de mariage, elle a eu 3 enfants, qui sont tous morts peu après, mais il n'est pas certain qu'aucun d'entre eux n'ait été conçu par son mari. Le mariage a en quelque sorte dissimulé sa vie licencieuse aux yeux des étrangers. Son mari avait également des liaisons, mais il était impossible de suivre le nombre d'amants. En outre, Marie-Louise mangeait comme elle l'entendait et buvait comme un cocher. Bientôt, elle devint grosse. Son mari a commencé à la battre. Comme cela ne fonctionnait pas, il envisagea de l'envoyer dans un couvent. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Charles tombe de cheval à la chasse et meurt. Marie-Louise devient veuve à l'âge de 18 ans. L'année suivante, en 1715, son grand-père, le roi Louis XIV, mourut. Son père devint régent, et la duchesse reçut de lui plusieurs châteaux en sa possession, parmi lesquels le palais du Luxembourg se distinguait particulièrement par son luxe. Après la mort de son mari, puis du roi, elle est mise en deuil, et promet de le porter pendant 6 mois, mais elle ne peut pas tenir sa promesse. Elle commença à organiser des réceptions somptueuses au palais, y autorisa les jeux d'argent, organisa des mascarades et divers divertissements, et fut constamment enceinte. Elle a d'abord essayé de cacher sa grossesse, puis elle a craché sur l'opinion publique, et a cessé de la cacher. Chacune de ces grossesses a fait jaser la société, et a contribué à l'émergence de nombreuses chansons et poèmes empoisonnés. Les versions, qui étaient le père de ses enfants, ont engendré une variété de différends. Parmi les candidats les plus probables, les commères désignaient son père. Parmi ces commères se trouvait, entre autres, Voltaire, qui fut envoyé à la Bastille pour une hypothèse de ce genre exprimée publiquement. Voltaire ne s'est pas laissé abattre, et a écrit une pièce de théâtre, Édipe, sur les relations incestueuses. Le régent et sa fille enceinte assistèrent à la première.
Cette circonstance a permis à l'œuvre de remporter un succès retentissant, les prototypes étaient assis dans le public. La pièce fut ensuite présentée au Louvre à Louis XV, et la duchesse enceinte, qui y assistait à nouveau, tomba malade, car la salle était très étouffante en raison du grand nombre de personnes. Elle s'évanouit, et qu'en pensez-vous? Le public s'attendait avec enthousiasme à ce qu'elle soit là et qu'elle accouche, pour ainsi dire, ajoutant des événements réels à l'intrigue de la pièce. On l'appelait Berry la fertile. Après la mort de son mari, elle donna naissance à 3 autres enfants. De tous les enfants, seule une fille survécut, qui, en expiation de l'histoire de sa mère, devint plus tard religieuse. En avril 1719, la duchesse donna naissance à son dernier enfant, qui mourut au cours d'un accouchement difficile de 4 jours. Elle-même était si faible, qu'on appela un prêtre pour lui donner la communion, mais le prêtre refusa de le faire, exigeant qu'elle jette son amant hors du palais. Ce fut un énorme scandale. Le bruit courut que, pour améliorer la situation, Maria Luisa épousa quelques jours plus tard son amant, qui était un noble pauvre. Son père désapprouve vivement ce mariage, et s'empresse de renvoyer le nouvel époux de sa fille de Paris. Pour se réconcilier avec son père, la duchesse organise en son honneur une réception dans l'un de ses châteaux. Sa santé est très affaiblie par son récent accouchement, et, au cours de la fête, elle prend froid. Le corps ne résiste pas, et, fin juillet 1719, elle meurt. L'autopsie révèle que la duchesse est à nouveau enceinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo.